Beach avant Saint-Cyr. Les futurs officiers de l'école militaire des aspirants de Coët-Quidam sont venus compléter leur formation au sein du 16e BCP à Beach. C'est la deuxième fois que ce partenariat a lieu. Les aspirants ont à leur disposition des troupes qu'ils dirigent lors de grosses manœuvres d'entraînement. Sauvage par nature, la programmation culturelle se poursuit dans le pays de Beach. Le public a eu droit à une lecture atypique au Ranch des Bisons à Petit-Réderchin, le lieu idéal pour écouter le récit d'une expédition en Sibérie. 4e édition de la soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club de Sarreguemines au bénéfice de l'association Enfants Cancer Santé Grand Est. Venus de toute la région avec une forte représentation de Sarregueminois, il y avait 15 candidats en chant, 4 groupes en danse et 6 en musique. Dans chaque discipline, il y a eu un premier lauréat. La soirée s'est déroulée en présence de 2 guest stars, Lissandro et Annelle Kunz. Grandes lunettes et vêtements à paillettes, on croirait voir Elton John sur scène. Le groupe Eltonologie était en résidence à la Halle Verrière de Meisenthal pour créer son nouveau spectacle One Night with Elton John. Bienvenue sur Mosaïque Cristal, début de semaine sportif. Après l'actu, David reviendra sur les résultats. Dans quelle discipline, David ? D'abord la course à pied avec Yann Schrub, on parlera aussi de foot, de badminton, de volley et de sport de combat. Il y avait vraiment beaucoup de choses ce week-end. Tu vas essayer de nous détailler tout ça en images dans quelques minutes. C'était sportif pour eux aussi, se former auprès de troupes aguerries. C'est l'une des dernières marches de la formation des aspirants de Coët-Quidam. Plusieurs dizaines de futurs officiers étaient amenés à faire une semaine d'exercice au sein du 16e BCP à Beach. Les troupes étaient à disposition pour permettre aux sous-lieutenants de s'entraîner au commandement. Immersion avec ce reportage de Thibaut Desmerlet. Commander des troupes, c'est la voie qu'ont choisi les futurs officiers de l'école militaire des aspirants de Coët-Quidam. Ils viennent pour la seconde fois au 16e bataillon de chasseurs à pied à Beach. Pendant une semaine, ils se forment à la tactique en tant que chef de section. Nous sommes en pleine manœuvre et le sous-lieutenant Cyprien briefe sa section sur la mission du jour, capturer un village. Il a à ses ordres des militaires de la 2e compagnie, surnommée les Furieux. C'est beaucoup plus agréable et on a un ressenti totalement différent avec des troupes aguerries qui sont beaucoup plus réactives, qui savent se placer, communiquer, qui nous proposent beaucoup de choses. L'une des dernières étapes de sa formation pour sortir de l'académie en tant que sous-lieutenant est de se confronter au terrain avec des hommes qu'il ne connaît pas. D'une part parce que c'est leur cœur de métier, donc ils sont vraiment passionnés par leur travail. Et d'autre part, ça permet de voir justement avec des troupes avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de travailler, si on parle le même langage et si justement les ordres donnés correspondent à ce qu'ils ont appris aux écoles. Sa section progresse lentement vers la zone urbaine. 20, je veux informer 10 que le premier bâtiment que je prendrai est la mairie. Une fois arrivé au village, sa section doit être coordonnée avec les autres et progresser pour prendre au fur et à mesure les bâtiments. 21, 22, le danger peut venir de partout. 20. Une fenêtre, une porte, une simple ouverture, un escalier devient un obstacle et un danger. Donc il faut être en mesure, par des procédures bien rodées, de manœuvrer. Diriger tout en discutant avec sa hiérarchie sur le terrain, ce n'est pas une chose évidente. Dans le feu de l'action, la tête peut se remplir assez rapidement. J'ai beaucoup de choses à gérer en même temps. D'abord la sécurité de mes hommes, la mienne, ne pas m'enflammer en avançant trop vite. Si en plus vous rajoutez un blessé, des problèmes de munitions, vous avez des bâtiments qui sont piégés, etc., vous pouvez vite avoir énormément de tâches à effectuer en même temps. Donc il faut prioriser et il faut être capable de ne rien oublier. C'est une expérience unique pour ces jeunes aspirants qui ont décidé de rejoindre l'armée. Pour le sous-lieutenant Cyprien, l'armée répondait à ses besoins. J'ai décidé de rejoindre l'armée de terre par conviction, par envie de dépassement, par envie d'aventure et de donner un sens très concret à ma vie. Mes études m'ont beaucoup plu. Après l'école, il souhaite rejoindre les troupes de marine. C'est le moment de la prise du dernier bâtiment avant la fin de la manœuvre. Sauvage par nature, la programmation culturelle se poursuit dans le pays de Beach. Ce week-end, c'est une lecture qui a été proposée dans un lieu atypique, le Ranch des Bisons. Retour sur cet événement avec Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Un nouveau feulement déchirait le silence de la nuit. Soudain, Derzo se leva. Je crus qu'il voulait tirer.
Mais quelle ne fut ma stupeur de constater qu'il avait les mains vides. Avec sa voix grave, Yannick Unfricht transporte les spectateurs dans l'histoire de Vladimir Arseniev. Cartographe pour l'armée russe et explorateur de la Sibérie orientale au début du XXe siècle. L'artiste a lu des passages de l'œuvre autobiographique du soldat, intitulée Der Suuzala, du nom du chasseur et animiste qu'il a rencontré et avec qui il s'est lié d'amitié lors d'une expédition. L'ouvrage fait 800 pages, Yannick Unfricht a eu à cœur de sélectionner des morceaux particulièrement prenants. Je me suis basé sur l'émotion. Et les émotions, voilà, c'est quelque chose d'universel. Donc je pense que, j'espère avoir fait le bon choix. Et puis surtout, on se réunit, il y a un public qui est venu, on est réunis. Et justement, le partage de l'émotion est particulièrement important, surtout aujourd'hui, par les temps qui courent. Pour embarquer encore plus les auditeurs dans cette lecture atypique, le liseur était accompagné par le guitariste Aurel King. Ce que je vis me stupéfia tant que j'en oubliais cette saleté de moucheron. Médusé, je contemplais le spectacle. Cette animation entrait dans le cadre de Sauvage par Nature, qui propose dans tout le pays de Bitche des expositions, des ciné-débats ou encore des spectacles sur la thématique de la nature et de la biodiversité. L'événement se poursuit jusqu'au 25 mars. Je vous souhaite un bon voyage avec nous. Notre région a des talents, la preuve une fois de plus ce week-end lors de la 4e soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club de Sarreguemines, un concours pour les chanteurs, musiciens et danseurs du territoire. Parmi eux, Maxime Schmitt, jeune pianiste que nous avons suivi pour découvrir les coulisses de cet événement. Regardez. À seulement 12 ans, Maxime Schmitt s'apprête à monter pour la toute première fois sur scène. Il participe à la 4e soirée Jeunes Talents organisée par le Lions Club de Sarreguemines. Un concours destiné aux chanteurs, danseurs et musiciens de la région, âgés de 9 à 21 ans. Maxime est originaire de Sarrebourg, il va concourir dans la catégorie musicien. Sa passion pour le piano est née un peu par hasard en 2020. Pendant le confinement, mon papa m'a acheté une application, Simply Piano, et grâce à cette application, j'ai pu me développer et j'ai eu une passion pour le piano et donc j'ai continué et depuis, voilà. Avant son passage sur scène, il observe depuis les coulisses les autres candidats. Plus que quelques minutes et ce sera son tour. Là, je suis un petit peu stressée, c'est normal parce que là, une petite boule au ventre, mais tout va bien se passer, j'espère en tout cas. Ça y est, le grand moment est arrivé. Il s'installe à son instrument et va interpréter le morceau Faded d'Alan Walker. Je suis très fière de ce que j'ai pu faire sur scène. Vraiment, j'étais dans ma musique comme ça et le stress, tout d'un coup, il s'est enlevé, dissous et j'étais vraiment à fond dans ce que je faisais. Il faut maintenant patienter jusqu'à la fin de la soirée pour connaître le nom des lauréats dans les différentes catégories. Maxime Schmitt remonte donc sur scène à côté des autres candidats pour attendre le verdict. Maxime Schmitt. Je suis vraiment très fière. On était vraiment avec plein de jeunes talents qui étaient extraordinaires. Vraiment, leur musique était sublime. Vraiment, je suis vraiment très content d'avoir pu participer. Et il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Première scène, premier concours et première victoire pour le jeune pianiste qui va célébrer cette soirée avec sa famille. Son rêve est de pouvoir faire carrière dans la musique. En attendant, il tient déjà une chaîne YouTube, Maxime au piano, sur laquelle il partage régulièrement ses reprises. Bravo Maxime Schmitt. Et puis voici les gagnants des autres catégories. En chant, Louisa Schultz pour les 9-11 ans, Hilaria Nanu et Eva Grébil pour les 12-15 ans et Chloé Bensiamar pour les 16-21 ans. En danse, c'est l'ensemble chorégraphique du Conservatoire de Sarreguemines qui a remporté le premier prix. Bravo à tous. Autres artistes, cette fois des fans d'Elton John. Le groupe Eltonology est en pleine préparation de son nouveau spectacle. Ses membres viennent de passer 3 jours en résidence à l'Alverrière de Meisenthal pour mettre au point la mise en scène de leur nouveau spectacle One Night with Elton John. Emilia Zell a pu assister à l'un des filages du spectacle. Avec ses grosses lunettes et ses vêtements pailletés, on pourrait presque croire qu'Elton John se trouve devant nous. Le groupe Eltonology rend hommage à ce grand artiste en reprenant ses plus grands succès.
groupe s'est formé en 2016 sous forme d'un duo pour retracer un des concerts d'Elton John. Aujourd'hui, il compte 6 membres. Du 22 au 24 février, Eltonology était en résidence à la Halle Verrière de Meisenthal. L'objectif était de préparer le prochain spectacle. On a véritablement eu besoin de cette résidence parce qu'il y a eu toute une création de vidéos la dernière année en fait pour notre nouveau spectacle. Néanmoins, une fois que les vidéos sont créées, il faut réussir à caler tout ça avec le show musical. Il a fallu 1 an pour créer ces vidéos. La spécificité de cette résidence, c'est l'absence de véritable public. Malgré tout, ils ont choisi de faire venir quelques personnes pour avoir un avis extérieur. Plusieurs membres du groupe sont originaires de l'Est de la Moselle. Ils sont donc heureux d'être sur le site verrier de Meisenthal. Ça fait super plaisir parce que c'est un endroit que je connais bien et que je connais depuis longtemps, et dans lequel je suis venue voir beaucoup de concerts. Et puis c'est fait partie du patrimoine local, donc je suis très contente d'être là. Et c'est un endroit qu'on connaît bien maintenant parce qu'on y vient régulièrement avec Eltonology. C'est une superbe salle déjà, on a tout ce qu'on veut au niveau logistique. Ça fait plaisir de travailler près de chez soi, on n'a pas besoin de trop voyager. Le groupe Eltonology a profité du dernier jour de la résidence pour tourner la bande-annonce de son nouveau spectacle One Night with Elton John. La tournée débutera le 15 avril à Jarville-la-Malgrange, en Meurthe-et-Moselle. La suite de l'émission est placée sous le signe du sport. David prend le relais juste après les prévisions de Météo France. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ce week-end on a ressorti les gros manteaux, les écharpes, les bonnets et même les gants. Malgré un beau soleil, les températures ont chuté, repassant sous la barre des 0 degrés. Et les températures ressenties étaient accentuées par le vent du nord qui a atteint des rafales de 50 à 60 km/h. Notre département a été placé en vigilance jaune pour pic de froid jusqu'à demain. Cette nuit, les températures redescendent à nouveau entre -2 et -5 degrés en plaine, avec un ressenti proche des -10 degrés. La journée de demain sera tout de même placée sous le signe du beau temps malgré le froid. Il faudra patienter jusqu'à mercredi en journée qui marquera la fin de l'épisode de grand froid. Demain, nous fêtons les Romains et il fera jour de 7h19 à 18h15. Passez tous encore une très belle journée ensoleillée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le 11 mars, le CFA-BTP de Montigny-lès-Metz vous invite à sa journée portes ouvertes. Trouvez la formation qui vous convient dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Contactez-nous pour plus d'informations. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission artistique Le Cadre. Cette semaine, je reçois un jeune chanteur, auteur, compositeur. Il a 19 ans et il nous vient d'Ambach, c'est Hugo Schwartz. Dis-moi comment tu t'appelles, ce que tu veux je te le donne. Dis-moi tout mademoiselle. Moi c'est Liliane, mes copines m'appellent Lily. J'aime bien le champagne et tout ce qui se passe après minuit. Enchanté Lily, mes potes m'appellent le W. Tu peux m'appeler chérie ou bien m'appeler pour le dîner. Attention Lily, beaucoup d'hommes te courtisent. Suis-moi Lily, on va faire des bêtises. Alors pour tout découvrir sur cet artiste, rendez-vous mardi sur Mosaïque Cristal. Ne manquez pas le rendez-vous. Et pour le moment, c'est l'heure de plus de sport avec David.
Dernière étape dans la série de cross internationaux courus par Jan Schrub. Après 2 premières places en Belgique et en Espagne, notre champion local réalise un triplé en remportant celui d'Albufeira. C'était hier au Portugal, une course de 8,5 km qu'il a terminée en 25 minutes et 17 secondes, suivi par le Normand Valentin Gondouin avec 25 minutes et 21 secondes. L'objectif est toujours le même, prendre des points au classement global pour faire partie du top 8 mondial des coureurs de cross et se qualifier aux mondiaux de Budapest cet été. Jan Schrub vise le 10 000 mètres où il avait décroché la médaille de bronze l'année dernière à l'Euro de Munich. Alors justement, est-il qualifié ? Grande question à laquelle il va falloir apporter une grande réponse, Julia. Pour le savoir, il faut bien comprendre comment les athlètes se qualifient. Il existe différents moyens qui sont évoqués sur le site de la Fédération sportive internationale. Le premier, le plus sûr, c'est de réaliser le minima lors d'une course officielle de 10 000 mètres, c'est-à-dire un chrono inférieur à 27 minutes et 10 secondes. Lorsque Jan Schrub a décroché la médaille de bronze à Munich l'année dernière, il avait un temps de 27 minutes et 47 secondes. Il ne vise donc pas le minima. Sur ce tableau, vous pouvez voir tous les athlètes qualifiés grâce à leur chrono, ceux dont le nom est écrit en gras. Il y a à chaque fois leur nom, leur nationalité et le temps réalisé. Il n'y a d'ailleurs aucun athlète français puisque le record de France est de 27 minutes 17. Et on voit beaucoup d'athlètes africains qui sont en dessous de ce temps-là, ces fameuses, c'est 27 minutes et 10 secondes, qui sont en dessous et malgré tout qui ne sont pas qualifiés. Alors pourquoi ? Parce qu'il peut n'y avoir que 3 athlètes par pays. Ceux dont le nom n'est pas écrit en gras ne font pas partie des 3 meilleurs de leur pays. Ici, par exemple, on voit que le 4e et 5e éthiopien ne sont pas qualifiés. Et qu'en est-il pour Jan Schrub ? Ne visant pas le minima, Jan Schrub tente de se qualifier en courant 3 crosses internationaux. Sur ce tableau, on voit qu'il se trouve à la 17e place. Au total, il y a 27 places pour les mondiaux de Budapest. En 13e position se trouve le dernier athlète à avoir réalisé le minima sur un 10 000 mètres. Après lui, c'est donc le top 8 mondial de cross qui se qualifie. Si vous regardez bien, Jan Schrub est précédé par 4 athlètes au cross, mais l'un d'entre eux est kényan et il y a déjà 3 Kenyans qualifiés avec le chrono, ce qui veut dire que Jan Schrub est 4e des coureurs de cross et donc il est qualifié pour Budapest. Oui et non. Une information en fait qu'il faut prendre avec des pincettes. Si on s'appuie sur les chiffres et les résultats, Jan Schrub est effectivement qualifié, mais sous réserve de validation par la Fédération française d'athlétisme. C'est elle qui met le tampon final. Je précise que ces données ne prennent pas encore en compte le résultat de ce week-end. Jan Schrub devrait donc encore gagner quelques places. Et ensuite, est-ce que le principe est identique pour se qualifier pour les JO de Paris ? Oui, et comme pour les mondiaux, ce sont les performances réalisées les 18 derniers mois avant la compétition qui sont prises en compte. Dans le cas des JO, 18 mois avant juin 2024. Si on ne peut pas dire aujourd'hui que Jan Schrub est qualifié pour les JO de Paris, il est sûr et certain que les performances qu'il a réalisées à ces 3 derniers crosses vont fortement y contribuer. Eh bien, merci pour cet éclaircissement parce que c'est un peu compliqué, on en avait bien besoin. Autre compétition internationale, la société d'escrime et de tir de beach. Oui, et plus particulièrement Jade Bordet qui s'est illustrée au Danemark Open Air 2023. C'était il y a une semaine. La jeune compétitrice beachoise a concouru en carabine 10 mètres. Après de très bons scores lors des matchs de qualification, elle participe à 3 finales. À la première, elle termine à la 2e place et décroche une médaille d'argent avec un score de 262 points. Pas de podium à la seconde finale où elle termine 6e. Et elle obtient une seconde médaille de bronze cette fois lors de la 3e finale avec 258,2 points. Bravo à elle. Jade qui s'était déjà fait remarquer lors des championnats de France il y a 3 semaines. Le prochain rendez-vous des beachois, c'est le 18 mars avec le championnat de France des clubs à Saint-Gaudin en Midi-Pyrénées. Et ça te donnera, j'espère, l'occasion de nous donner d'autres bonnes nouvelles de leur part. Ce week-end, il y avait aussi le championnat de France de lutte à Mulhouse. Oui, les championnats de France jeunes de lutte libre. Je rappelle que la lutte libre est une discipline où les prises peuvent être réalisées sur toutes les parties du corps, contrairement à la lutte gréco-romaine qui concerne uniquement la partie supérieure du corps. Sur 424 lutteurs inscrits, il y avait 8 Sarguminois, 1 U15, 3 U17 et 4 U20. Parmi eux, il y a 3 champions de France 2022, Oubeda Itaef en U17 48 kg, Seyfoula Itaef et Mouradine Kabizaef en U20 57 et 65 kg. Mais cette année, les 3 lutteurs ont changé de catégorie de poids, ce qui ne les a pas empêchés de performer. Au contraire, tous les 3 ont remporté le titre de champion de France de leur catégorie. Ils sont rejoints par Abdoulhakim et Mohamed Oumkad JF, respectivement champion de France U17 71 kg et U20 97 kg. Les jeunes de l'AS Sarreguemines Lutte ont cartonné avec 5 champions de France et 2 médailles de bronze. Isnaour Osdoef en U17 60 kg et Alan Lograsso en U20 86 kg. Je crois que la relève est assurée. Et c'est très bien. Alors du côté des seniors, là il y avait des matchs de qualification pour l'Euro 2023 ?
Oui, c'était il y a une semaine, des sélections en équipe de France auxquelles ont participé 3 lutteurs sarguminois, Kamzat Arzamerzouev, Ahmed Aybouyev et Marwan Yeza. L'objectif, participer aux championnats d'Europe seniors qui auront lieu en avril en Croatie. 2 catégories étaient concernées, les 65 et 86 kilos, donc 2 places pour les lutteurs français. En 65 kilos, c'est Marwan Yeza qui s'est qualifié en battant à 2 reprises son adversaire Quentin Sticker, un adversaire qui a éliminé l'autre lutteur sarguminois de la même catégorie, Kamzat Arzamerzouev. Chez les 86 kilos, le lutteur local Ahmed Aybouyev s'est incliné 2-1 face à Ruslan Valiev. Seul Marwan Yeza a donc décroché son ticket pour l'Euro. Rendez-vous du 17 au 23 avril en Croatie. Et puisqu'on parle de sport de combat, on continue avec le kickboxing. Oui, ce mois-ci se tenaient les championnats de France de kickboxing, des compétitions auxquelles participe le KBF Sarboxing de Sarreguemines. Il y a 3 semaines, on revenait sur les résultats du club avec la jeune Sarah Deras, qui est devenue championne de France de kick light, une discipline destinée aux jeunes où le KO est interdit. Ce week-end, c'était au tour des championnats de France de K1 Rules à Bondy dans le 93. Vous l'avez compris, en fonction de la discipline de kickboxing, les règles changent. Quelques exemples de K1 Rules. La recherche du KO n'est pas une finalité. Le corps à corps doit durer moins de 5 secondes à chaque fois. Il est interdit d'attraper la jambe de l'adversaire et donner des coups de pied et des coups de poing en même temps. Ce n'est d'ailleurs qu'une partie des règles. Ce week-end, ils étaient 3 boxeurs à s'être qualifiés à la compétition. 2 du KBF Sarboxing, Alison Dissieux et Lucas Jennifelker, et Priscilla Woman du club allemand Kearns Gym qui s'entraîne également à Sarreguemines. Alison Dissieux s'est inclinée en quart de finale, une défaite au point face à la championne de France en titre. Après une médaille de bronze en low kick il y a 2 semaines, Lucas Felker décroche l'or avec un KO. Il est champion de France en catégorie cadet moins de 54 kg. Et Priscilla Woman remporte également un titre, celui de vice-championne de France classe B en moins de 60 kg. Bravo à tous les 3. Et après ces différents championnats de France, on change d'échelle, on passe au niveau régional, on change de discipline. Il y avait la Coupe du Grand Est de foot ? Oui, la semaine dernière, la Coupe du Grand Est s'est achevée pour l'équipe Fagnon du SFC, mais ce week-end, ce sont les jeunes U15 qui disputaient les 8e de finale de la Coupe du Grand Est. Les Sarregueminois se sont déplacés en Alsace pour affronter Comtrib, un groupement de 5 clubs du Bas-Rhin. Le SFC s'est incliné par le plus petit des scores, 1-0, un résultat qui met fin à un beau parcours dans cette compétition. Les jeunes faïenciers en vert sur les images sortent la tête haute de la compétition, et dans les autres rencontres de ces 8e de finale, on peut noter le derby remporté par le FC Metz face à l'AS Nancy-Lorraine 2-1 et la défaite de Sarrebourg face à Schiltigheim 5-2. Notez aussi que les qualifications lors des phases finales des coupes donnent souvent lieu à des dotations, comme indiqué sur le tableau que vous allez voir. Plus on va loin dans la compétition, plus les récompenses sont intéressantes. On démarre avec un jeu de maillot, short, chaussettes, mais ça peut aller jusqu'à des bons d'achat de plusieurs milliers d'euros, non négligeables pour un club amateur. Pour connaître la suite de la compétition, le tirage des quarts de finale est prévu le mardi 14 mars et les matchs auront lieu le week-end du 8 avril. Et après les jeunes footballeurs, on passe aux seniors avec une bonne nouvelle. Oui, le SFC recevait Amnéville samedi à domicile, un match retransmis en direct par nos soins. Les Sarregueminois se sont imposés 4-1, la première victoire en compétition officielle depuis la reprise. Une victoire méritée et un soulagement pour les faïenciers qui travaillent d'arrache-pied pour obtenir des résultats. Voici le résumé de la rencontre. Voilà, de retour ici au stade de la Bise pour débriefer, décrypter cette victoire du Sarreguemines Football Club face à Amnéville. Une belle victoire 4-1 dont on vous propose de revivre tous ensemble les meilleurs moments. Alors le coup d'envoi qui aura été donné par Amnéville dans cette rencontre, avec une action Evan Serius qui centre pour Adel Gendes qui ne peut malheureusement pas reprendre le ballon. Et après on a effectivement là cette belle incursion de Boutargui, c'était la première grosse occasion vraiment des Sarregueminois, il bute sur le gardien. Enes Saïn sur le côté gauche de l'attaque, bonne intervention du gardien d'Amnéville qui aura fait un bon match. Tout à fait, il y a eu plusieurs belles interventions. Et Boutargui encore une fois qui lance là le numéro 3 Sarregueminois qui a fait une terrible percée dans cette défense, qui a fait très très mal, qui revient sur Boutargui, qui fait une très belle passe à Enes, qui va conclure cette action par le premier but Sarregueminois. Très beau but. Et donc à ce moment-là, Sarreguemines qui mène un but à 0, c'est un petit peu le soulagement, la concrétisation un petit peu de la domination sarregueminoise. Tout à fait, cette première mi-temps a été largement dominée par les Sarregueminois. Là, une action fort litigieuse, cette faute de Cécile Stephenson qui nous semble en dehors de la surface de réparation. Malheureusement, l'arbitre en a décidé autrement et c'est le numéro 9 d'Amnéville, Hamza Mourchid, qui convertit ce pénalty. Tout à fait. Un partout. Ce fait de jeu
hein, qui relance Amnéville. Mais derrière, Adel ajuste un beau coup franc pour Enes. Saïn, encore lui, qui va le mettre directement au fond des filets. Hein. Le gardien qui passe un peu à côté de cette... 2-1 juste avant la mi-temps. À un moment où les esprits commençaient un petit peu à s'échauffer côté sarregueminois. Il s'agissait de bien rester dans son match. C'est ce qu'ont fait les sarregueminois. C'est ça, ce but a fait beaucoup de bien et derrière on a eu d'autres occasions, notamment avec cette petite frappe là en fin de... Et donc là, peut-être à ce moment-là, le tourne du match, une occasion très nette, 2-1 pour Sarreguemines. Et cette magnifique occasion, malheureusement, l'attaquant d'Amnéville enlève trop sa frappe. Tout à fait. Et derrière, on a une belle frappe ici du Sarregueminois, juste au-dessus de la barre transversale, qui derrière se concrétise par une autre occasion, magnifiquement menée par nos 3 compères, Boutargui, Adel Guindez et encore une fois Saïn qui arrive au bon moment, qui est bien placé en renard des surfaces, qui met encore cette balle au fond des filets. 3-0 pour Sarreguemines. Belle deuxième passe décisive d'Adel Guindez. À ce moment-là, on est un peu soulagé. Sarreguemines a fait le break. Une nouvelle situation. Evans Erius qui centre pour Enes Saïn pour le quadruplé de l'attaquant sarregueminois. C'est ça. 4-1 et à ce moment-là on respire. Hein. Effectivement, tout à fait. Là, nouveau Evans Erius dans ses œuvres, très actif pour Romain Toriello qui venait juste de faire son entrée en jeu, mais malheureusement. Et dernière action, oui, de Boutargui encore une fois qui est à l'œuvre et qui... Lucas Bourget qui malheureusement manque la cible. Oui. Voilà Maxime, une belle après-midi de football, une belle victoire de Sarreguemines. Victoire nécessaire à Sarreguemines, à domicile, pour se relancer dans ce championnat de R1 au Miris. Et nous, on est ravis d'avoir pu commenter ce match-là. Moi, je suis content d'avoir commenté ce match avec toi, Xavier. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Le prochain rendez-vous du Sarreguemines Football Club, c'est samedi prochain avec un déplacement à Sarrebourg. D'ici là, on vous souhaite de passer une très agréable soirée. Déjà, la nôtre va être bonne parce qu'on a gagné, mais une très agréable semaine et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Voilà une victoire qui fait plaisir. On écoute la réaction du gardien, Florian Trimborn. Voilà, de retour ici au stade de la Blise, avec moi pour débriefer cette rencontre, le gardien du temple sarregueminois, Florian Trimborn, que je suis très heureux de recevoir. Florian, une victoire 4-1 aujourd'hui face à Amnéville. J'ai envie de dire une victoire qui fait du bien au classement, mais une victoire qui fait aussi du bien dans la tête. Ouais, il fallait vraiment qu'on gagne. On venait de faire 3 revers de suite en championnat, un coupe du Grand Est. Donc on avait vraiment à cœur de repartir de l'avant parce qu'on n'était pas forcément à notre place. Aujourd'hui, l'objectif prioritaire, c'était la victoire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Première mi-temps, on aurait pu gagner plus amplement à la mi-temps. On a un penalty qui est sifflé contre nous, il n'y a pas penalty, très sévère. Et après, on se sent un peu floué, donc on commence à s'énerver un petit peu. Et puis finalement, on réussit à revenir au mental à 2-1 avant la mi-temps, à marquer ce deuxième but qui nous fait énormément de bien. Et on est revenu sur deuxième mi-temps très sérieux, très appliqué, bien en place défensivement pour pas subir d'occasion. Et derrière, on a réussi à mettre ces 2 buts qui nous font énormément de bien et qui nous font aussi du bien au classement, parce que les 3 points vont faire du bien. Ce que j'ai envie de retenir de cette rencontre, outre le fait que la victoire est si importante aujourd'hui, mais moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le sérieux dont toute l'équipe a fait preuve, tant sur le terrain, sur le plan défensif, dans le replacement. Il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits et c'est vraiment le sérieux aujourd'hui que j'ai remarqué dans cette équipe. Ouais, c'était le mot d'ordre qu'on avait, c'était de faire preuve de sérieux, de maturité, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à vouloir jouer absolument et à s'ouvrir et à se découvrir, et ce qui faisait que derrière on se faisait souvent contrer. Et là en fait le leitmotiv c'était d'être bien sérieux, d'être bien en place, de faire tous les efforts, et derrière forcément on aurait des occasions avec le potentiel offensif qu'on a. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Très bien. À titre d'un point de vue un peu plus personnel, c'est ton année de
de retour ici au SFC. Comment est-ce que, d'un point de vue personnel, tu vis cette saison avec aussi peut-être un rôle où avec toute ton expérience, tu es aussi un peu en mesure d'apporter de l'expérience, ton vécu à des jeunes joueurs? Voilà, moi je suis revenu parce qu'effectivement voilà, le projet était de redonner, on va dire, ses lettres de noblesse au club, où ça a failli passer très très près l'année dernière d'une descente qui aurait fait très très mal au club et à la ville. Donc c'est vrai que moi je suis venu apporter toute mon expérience parce que je suis le plus vieux du vestiaire. Donc c'est vrai que voilà, j'ai vécu les épopées Coupe de France ici, j'ai vécu la CFA de longtemps, et c'est vrai que voilà, pour les jeunes joueurs qui débarquent, notamment les jeunes 17 ans qu'on a dans l'équipe, ou même certains de l'équipe qui ont 19-20 ans, c'est bien toujours d'avoir quelqu'un qui sait poser les choses, qui sait calmer le jeu. En l'occurrence là c'est ce qui se passait. Voilà, moi sur le terrain j'essaie de toujours rapporter un peu de calme, un peu de positivité, et puis de pas s'emballer parce qu'effectivement ça peut vite tourner, donc là c'est très bien, quoi. Effectivement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Florian, pour ta disponibilité. Félicitations pour ce beau résultat. Je te retiens pas plus longtemps, je te laisse aller savourer je vais aller fêter avec les autres. Ce beau résultat, et toutes nos félicitations de toute l'équipe, aux joueurs et au staff. Ça marche. Merci beaucoup, du SFC. À bientôt. À bientôt. Voilà, on regarde les résultats du groupe. Reiperswiller s'impose face à la baie d'Épinal 2-0. Victoire également de Forbach face à Villerutil 3-1 et de Thionville-Lusitanos face à Gandrange 2-1. Match nul entre l'APM Metz et Aubert-Moderne 2-2 et un partout entre le Bassin Piennois et Sarrebourg. On passe au classement. Après cette victoire, le SFC prend une place et se classe 7e avec 20 points et un match en moins. Thionville-Lusitanos reste leader du groupe et creuse l'écart avec 34 points. Forbach prend la 2e place avec 23 points et un match en retard. Villerutil se voit relégué à la 5e place avec 22 points, suivi de Reiperswiller avec 21 points et en fin de peloton, Sarrebourg toujours avec 14 points. Pour le SFC, le prochain match de championnat aura lieu samedi à Sarrebourg. À l'aller, les Fayenciers l'avaient remporté 6-0. Et la victoire est donc là obligatoire. On va leur mettre un peu de pression sans être méchant. Il n'y a pas de raison. Sarrebourg est tout en bas du classement. Sarreguemines doit gagner. On passe à l'escrime avec des championnats régionaux. C'était à Vendeuvre-les-Nancy, les championnats du Grand Est Fleuret pour les catégories allant de M15 à vétérans. Cette compétition est sélective pour les championnats de France. Le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence avait 3 tireurs engagés, ou escrimeurs comme on les appelle, en catégorie M15, 2 garçons de première année et une fille M13 surclassée. Leur objectif, aller le plus loin possible dans la compétition, qui démarre avec des poules puis une phase finale à élimination directe. Un match de poules se gagne en 5 touches alors qu'en phase finale il en faut 10. Et malheureusement, après 2 semaines de vacances scolaires sans entraînement, les jeunes du cercle Sarreguemines Confluence ont eu du fil à retordre. Mathis Hugo et Virgile Imbaud se classent 24e et 28e de la compétition et ne seront probablement pas qualifiés à l'étape suivante. Seule Marie Hafner parvient à se qualifier pour les demi-finales des championnats de France en terminant 10e. Ce sera à Valence le 2 avril. Cette performance lui permettra d'intégrer peut-être l'équipe du Grand Est pour la finale des championnats de France M15 de Fleuret. Cette compétition aura lieu les 10 et 11 juin à Albi. C'est un week-end quand même compliqué pour les escrimeurs locaux. Effectivement, il vient contrebalancer la performance réalisée il y a 15 jours à la Coupe de Lorraine d'Épinal. Le club avait décroché 5 podiums, dont une première place. Mais on ne peut pas toujours gagner. Allez, c'est que partie remise. Week-end compliqué aussi du côté du club de badminton. Et oui, une nouvelle défaite pour le Sarreguemines Badminton Club lors de la 8e journée du championnat de France interclub de National 3. Les Sarregueminois ont affronté l'Entente Nord-Alsace sur ses terres. À l'aller, ils avaient perdu 7-1 à domicile. Un match qui s'annonçait donc difficile. Cette fois, le score est un peu moins sévère, 6-2. La rencontre a démarré avec un double mixte et un double dame, tous deux remportés par les Nabad. Théodore Eisele et Alicia Cheuser prennent chacun un point sur leur match en simple. Alicia Cheuser qui parvient à s'imposer face à Apolline Ouvert, jusque-là invaincue en simple. Sarreguemines laisse ensuite filer les seconds simples, hommes et dames, 4-2, ainsi que le double homme et double mixte 2. Score final 6-2. Avec cette nouvelle défaite, le SBC reste avant-dernier de son groupe, ex-aequo avec Nancy-Villers et relégable. Il reste 2 journées à jouer. Le maintien en National 3 est quasiment compromis. On écoute la réaction de Théodore Eisele. C'est une défaite un peu amère, mais on a eu les cartes en main pour renverser la situation sur un 5-3. C'est de bon augure pour cette fin de saison et on va essayer de repartir de l'avant pour la prochaine. Voilà, du coup forcément un sentiment frustré. Comme j'ai dit précédemment, voilà, et comme la dernière rencontre, pas mal de matchs qui se sont joués en 3-7, qui auraient pu nous faire basculer la rencontre sur 5-3.
Alicia Chauser a réussi à rentrer un gros simple contre Apolline Ouvert qui n'a perdu aucun simple de l'année. Donc c'est vraiment une bonne performance. Donc encore une fois, les simples ont été performants. Et ce qui a manqué, c'est les doubles. Un avenir sans pression, j'ai envie de dire. Ça va être l'occasion de vraiment se faire plaisir, de relâcher la pression, entre guillemets. Voilà, on est presque sûr de redescendre, mais c'est pas pour ça qu'on va lâcher les matchs. On va se faire plaisir, on va tout donner et on va essayer de finir la saison sur une bonne note. Et un grand merci au club et à Christophe Leclerc pour ces images. Prochain match le 18 mars à l'extérieur face à l'équipe 3 de l'ASPTT Strasbourg. Match également difficile puisqu'à l'aller, le SBC avait perdu 7-1. Oui, on leur souhaite effectivement de se faire plaisir sur les derniers matchs de la saison, mais ça paraît quand même compliqué pour le badminton. On passe au volleyball ? Oui, souvenez-vous, il y a un mois, on parlait du challenge mixte du conseil départemental de la Moselle. Il s'agit en fait d'une coupe, une compétition de volley où s'affrontent des équipes du secteur au niveau très variable. Justement, lors du deuxième tour, Sarreguemines, qui évolue en compétition loisir, donc niveau départemental, s'est imposé face à l'équipe 2 de Sarralbe, qui évolue au niveau régional. Par le passé, les Fayenciens ont déjà affronté des équipes de division nationale, mais n'ont jamais passé le troisième tour de la compétition. Cette année, le club sarregueminois a engagé ces deux équipes. Et vendredi, c'était la 2 qui jouait à domicile contre l'équipe Fagnon d'Étanges Grande, un club de niveau pré-national pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour une équipe de volley loisir, c'est toujours un grand moment d'affronter des adversaires qui évoluent plusieurs divisions au-dessus d'elle. Le public était au rendez-vous pour les encourager, ce qui leur a permis d'arracher le deuxième set 25-23. Finalement, c'est la logique qui l'a emporté. Étanges Grande s'impose 3-7-1. L'aventure s'arrête donc ici pour l'équipe 2 de Sarreguemines qui n'a pas démérité. L'équipe 1, elle, est toujours en lice. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale. On attend encore le tirage des rencontres pour connaître son adversaire et la date du match. Et donc tu pourras nous les révéler prochainement. Alors tout ça c'était concernant l'actualité sportive, toutes les rencontres qu'il y a eu ce week-end, ces derniers jours, etc. Et puis chaque semaine tu testes un sport et je suis curieuse de savoir cette semaine tu testes quoi ? Direction le Cercle de billard de Sarreguemines, un club qui réunit plusieurs générations de joueurs mais aussi plusieurs disciplines de billard. Vous connaissez probablement tous le billard américain, mais ce n'est pas la spécialité du club local. À Sarreguemines, on parle davantage de carambole. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous allez le découvrir dans l'émission. La moyenne d'âge des membres est assez élevée, mais c'est assumé. Cela leur permet d'avoir une activité commune pour se retrouver et partager des moments de complicité. Regardez. Un petit peu de culture générale, on a ici le fût, le grip au-dessus du fût, la flèche, la virole et au-dessus le procédé où on va mettre un petit peu de craie et on est paré. Allez, on va mettre les billes dans les trous. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de trous. Voilà à quoi on pense souvent quand on parle de billard, mais aujourd'hui on va parler d'un autre type de billard en compétition, la carambole, c'est-à-dire le billard français. La particularité c'est déjà qu'il n'y a pas de trou sur la table et ça se joue avec 3 billes. L'objectif c'est de toucher les 2 autres billes avec la sienne pour marquer des points. Et je suis avec Joël, le président du Cercle de billard de Sarreguemines. Joël, est-ce que tu peux me présenter le club en quelques mots ? Oui, alors ce sera vite fait. Le club a pris naissance en 1927, donc on approche tout doucement du centenaire. Et à l'heure actuelle, on est une trentaine de membres, mais c'est en train de bouger. Il y a pas mal de nouveaux qui se présentent. Est-ce que tu peux me donner dans les grandes lignes le palmarès ? Oui, alors il y a 4 titres de champion de France qui ont été attribués à 3 personnes différentes. Et autrement, on joue en Sarre aussi, donc là il y a des titres qui se font, mais pas attribués, donc on monte de catégorie à chaque fois. Donc il y a cette particularité de jouer à la fois en Allemagne et en France ici à Sarreguemines ? Ça c'est propre à Sarreguemines, puisqu'on est un peu excentré par rapport à le pays haut, du côté de Florange, à Gondange, tout le pays des anges là. Alors on a choisi l'Allemagne. Les champions de France, c'est en quel type de jeu qu'ils ont remporté les titres ?
Alors, il y a eu un champion de France, pour le citer, c'est Jacques Germain, qui a fait un titre à la libre et au cadre. Après, il y a un certain Michel Demoulin, que j'ai bien connu d'ailleurs, qui a fait le titre aux 3 bandes. Et enfin, il y a Steve Dorard, qui a remporté le titre de champion de France à la libre. Écoute, tu nous cites plein de mots qu'on ne connaît peut-être pas, donc je vais les découvrir. Et dis-moi vers qui il faut que j'aille pour m'initier. Alors, d'abord, sois bienvenu, hein, et puis c'est mon ami Roland qui se trouve là-haut, qui te fera l'initiation totale. Ok, ça marche. Salut Roland. Salut. C'est toi qui vas m'initier à la carambole. On m'a dit que tu étais président du club pendant 18 ans. D'accord, oui. Ok, dis-moi par quoi on commence quand on apprend la carambole? On va commencer par le rétro. Le rétro, c'est avec la bille blanche, je touche la rouge, et puis je viens toucher la jaune. Donc rétro. Voilà. Ouais, c'est puis, magique. J'essaye de revenir avec la rouge. Pour pouvoir ensuite retoucher les deux billes. Pour pouvoir refaire un point. Et là, c'était magique ce que tu as fait, parce que la bille est revenue et a touché la jaune, quoi. Ok. Donc là, c'est à moi d'essayer, c'est ça? C'est à toi d'essayer. Bon. Un petit coup de craie. Je doute que je vais y arriver. Toujours un petit peu de craie. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment il faut que je positionne ma main? Le chevalet, toujours la main très basse, et puis bouclée. Bien fermé alors? Bien fermé. Et puis on essaye de 1, 2, 3, et puis ça part. D'accord. Il faut que je tape où sur la bille? On attaque en bas, et puis on essaye de viser les deux autres, entre les deux autres. Dans le reflet? Dans le reflet. D'accord. Bon, on va dire que j'ai touché la bille, elle revient, mais j'ai pas eu l'effet escompté. Il faut essayer de laisser ta queue en place. Ok. Quand tu donnes ton coup, il faut essayer de laisser la queue en place. Il faut que tu restes. Super. Et encore une fois, une réussite. Maintenant, tu as même la rouge qui revient. Et donc ça, c'est idéal pour jouer le coup suivant, c'est ça? Enfin, il est quand même encore difficile, hein, le coup suivant. Là, vous avez un aperçu un petit peu de comment fonctionne la carambole. Donc l'idée, c'est qu'à chaque tour, pour pouvoir continuer de jouer, il faut toucher les deux autres billes. Et donc là, l'effet de la bille qui revient permet de toucher les deux en un seul coup. Alors là, j'en ai réussi, mais j'avoue que je me suis un peu entraîné aussi hors caméra parce que j'en ai loupé beaucoup, hein. C'est quand même technique. Et voilà, là on voit un petit peu les limites de la partie libre, puisqu'aux États-Unis ils ont inventé une technique qui consiste en fait à faire le tour du billard en tapant un tout petit peu les billes et du coup faire beaucoup de points de manière beaucoup plus facile. Pour contrer cette méthode de jeu, il y a d'autres modes qui ont été inventés, comme de ce côté-ci le cadre. Ici le principe, ça se joue en 2 coups et au bout du 2e coup, il faut sortir au moins une des billes de la zone où elle se trouve sur le tapis. Et enfin, un 3e mode de jeu de ce côté-ci, le 3 bandes. Donc là, en un tour, il faut avoir touché les 2 billes, mais également 3 bandes du billard. Salut Ludovic. Salut. On m'a dit que tu étais tout nouveau au club. Pourquoi est-ce que tu es venu au cercle de billard de Sarreguemines? Alors moi je suis venu suite à un petit problème physique, donc il a fallu que je change de sport. Je suis venu un peu par hasard ici au club. J'ai rencontré des anciens. Qu'est-ce qui te plaît au billard? Alors c'est que c'est pas aussi simple que j'aurais pu imaginer au départ. C'est beaucoup de technique. C'est beaucoup de temps pour évoluer et ça permet de se vider la tête. Ok, bah écoute, du coup, je te laisse continuer. Merci.
Et voilà une très belle expérience de billard ce soir avec le cercle de Sarreguemines, un sport qui demande de la concentration, une bonne vision et de l'agilité. Si vous devenez membre, vous pouvez venir ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci Roland. Merci encore de nous avoir suivis et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Bien reculé. Merci.